Les scientifiques viennent de formuler une prévision alarmante pour l'Europe. Et presque aussitôt, de nouvelles données sont apparues, révélant que la réalité est plus grave que tous les calculs précédents. Le volcan le plus actif du continent ne se comporte plus comme d'habitude, et les volcanologues restent perplexes. Mais l'éruption récente de ce volcan n'est que la moindre des préoccupations. Sous le flanc de la montagne se déroule un processus totalement inédit, le glissement de tout un pan de terre capable de générer une vague haute comme un immeuble. Dans le même temps, au large de plusieurs pays à la fois, on a découvert de jeunes failles dans la croûte terrestre, là où personne ne les attendait. Dans les montagnes de Suisse, d'Autriche et d'Italie, les avalanches de roches et de glace se succèdent et des villages sont évacués en ce moment même. Nous avons rassemblé les données les plus récentes et les plus rares, tirées de rapports scientifiques des services géologiques et de documents que presque personne n'a vus. C'est pourquoi cette vidéo s'est révélée particulièrement intéressante. Le 9 juillet de cette année, sur les flancs de l'Etna, il s'est produit ce que les volcanologues qualifient de véritable rareté. De la lave incandescente du cratère de la Voragine s'est déversée directement à l'intérieur du cratère nord-est voisin. Le volcanologue Thorsten Damm a souligné lors d'un entretien qu'un tel transfert de lave entre cratères est extrêmement rare. Au même moment, les instruments ont enregistré une hausse brutale du trémor volcanique. Cette énergie liée au mouvement du magma dans les conduits de la montagne. Tout a commencé 2 semaines plus tôt. Le 26 juin, le volcan actif le plus haut d'Europe s'est de nouveau réveillé. 3 jours plus tard, la lave a jailli de 2 bouches éruptives. Au début du mois de juillet, le champ de lave s'étendait déjà sur 1,2 km, recouvrant près de 87 000 m², tandis que le panache de cendres s'élevait à 4,5 km. Tout le sud de la Sicile en a fait les frais. L'aéroport de Catane a fermé pendant 2 jours, plus de 120 vols ont été annulés, et une soixantaine d'autres ont été déroutés vers des aérodromes de secours. Mais ce qui a vraiment semé la panique, c'est autre chose. La coulée de lave s'est dirigée vers le refuge de montagne de la Sapienza, où affluent habituellement les touristes. Les habitants ont quitté précipitamment leurs maisons, tandis que l'armée, à l'aide de bulldozers, érigeait un mur de terre pour protéger les hôtels de l'avancée de la lave. Les autorités qualifièrent la situation de catastrophe, tandis que les volcanologues, eux, restaient au calme. Selon leurs calculs, le volcan était sur le point de s'essouffler. Le 8 juillet, il a été officiellement annoncé que l'activité avait pris fin, ni lueur ni anomalie thermique n'étaient plus détectées. Mais dès le lendemain s'est produit ce fameux et rare transfert de lave entre les cratères, signe que le volcan n'était pas près de se calmer. Et ce n'est pas la première surprise de la saison. Entre la fin de 2025 et le début de 2026, les instruments ont enregistré, pour la première fois depuis 28 ans, 2 fontaines de lave simultanées sur le cratère nord-est. Les scientifiques évoquent une restructuration complète du système magmatique de la montagne. De nouvelles fissures s'ouvrent et le magma se fraye de nouveaux chemins vers la surface. Les cendres du volcan ne sont pas restées au-dessus de la Sicile. Les satellites ont suivi un panache de dioxyde de soufre qui a traversé toute la Méditerranée pour atteindre la Libye, la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte. Ce nuage toxique a parcouru des milliers de kilomètres au-dessus de l'eau avant de se déposer sur un autre continent. En avril 2026, des chercheurs de l'Université de Lausanne ont démontré que l'Etna ne correspond à aucun des 3 types classiques de volcans. Il n'est lié ni à une subduction, ni à un point chaud, ni à un rift. Ce volcan appartient à un 4e type, extrêmement rare, celui des volcans dits petites spots. Dans ce type de volcan, le magma ne naît pas au plus profond du manteau, mais dans de petites poches situées à environ 80 km de profondeur, et les mouvements tectoniques le font littéralement remonter à travers des fissures créées par la flexion de la plaque. Cela explique pourquoi l'Etna entre en éruption si souvent. Il dispose d'un conduit permanent, toujours ouvert, vers ses réserves de magma superficiel. Et selon les scientifiques, ce n'est là que la partie visible du problème. Pendant que les touristes filment la lave avec leur téléphone et que les compagnies aériennes comptent leurs pertes, un tout autre processus se déroule sous le flanc oriental de l'Etna. Il n'a aucun lien direct avec les éruptions, et les scientifiques le considèrent bien plus dangereux. Depuis des années, le flanc oriental du volcan glisse lentement en direction du détroit de Messine. Il s'agit en réalité de l'un des processus géologiques les plus dangereux de l'Europe actuelle, suivi par un projet de recherche allemand baptisé Slider. Et la cause de cette instabilité reste, encore aujourd'hui, mal comprise, même par les scientifiques. Viennent ensuite des chiffres à donner froid dans le dos. Si environ 140 milliards de tonnes de roches s'effondraient d'un seul coup dans la mer, cela serait plus dangereux qu'une éruption à part entière, car cela se produirait sans le moindre avertissement. La première vague du tsunami pourrait atteindre 200 mètres de haut et dépasser les 400 km/h.
La Méditerranée, étroite et peu profonde, agirait comme un entonnoir et ne ferait qu'amplifier la vague. En 6 heures, elle atteindrait l'Andalousie et, même après avoir perdu une partie de sa force, causerait d'énormes dégâts à de nombreuses villes. Les pays méditerranéens ne disposent toujours d'aucun système d'alerte au tsunami digne de ce nom. De tels effondrements de flancs restent rares. Et l'un des signes avant-coureurs reconnus est une série d'éruptions latérales. Rien que ces dernières années, on en a recensé plus de 60. Et voici ce qu'on a découvert tout récemment. L'Etna ne possède pas une seule faille dangereuse, mais tout un réseau, comme une toile de fissures sur du verre. Au nord se trouve la faille de Pernicana, une structure segmentée longue de 11 km qui sépare justement le bloc instable de la montagne de sa partie stable. C'est précisément là que des études menées en 2026 ont montré que les différents segments de cette faille se comportent différemment les uns des autres, comme s'ils étaient composés de blocs indépendants ayant chacun leur propre rythme. Sur le flanc sud, la faille de Tremestieri se rappelle à notre souvenir depuis plusieurs années. Dès novembre 2025, le réseau sismique y a enregistré 9 secousses consécutives et une étude menée en janvier a détecté des déplacements de terrain à Catane. Sur le flanc oriental s'étend le système de failles de Timpe, une série de structures qui entraînent littéralement le volcan vers la mer Ionienne et représente une menace sismique sérieuse pour les zones côtières densément peuplées. À quelques dizaines de kilomètres de l'Etna commence une autre structure, la faille Alfeo-Etna, longue de 140 km. En mai 2026, elle a été cartographiée en détail par des robots sous-marins. Conclusion. En 16 000 ans, un déplacement de 3 à 6 mètres s'y est accumulé, suffisant pour provoquer un séisme de magnitude environ 6, juste au large de la côte est de la Sicile. Or, les séismes historiques de la région se sont toujours accompagnés de tsunamis. Ce dont les failles de l'Etna sont capables dès aujourd'hui, la journée du 4 mars 2026 l'a démontré. À 7h05 du matin, une secousse de magnitude proche de 5 a frappé le flanc sud-ouest. Des fissures sont apparues sur les bâtiments, des clôtures et des toitures se sont effondrées, et l'église Santa Barbara ainsi que la mairie ont été endommagées. Le centre historique a été bouclé, les écoles fermées. Le chef de la protection civile de Sicile a confirmé que c'est la faille de Calcerana qui s'était activée, exactement comme les géologues l'avaient prédit. Ces failles locales recèlent aussi une autre menace, plus discrète et chronique. Du radon s'échappe en permanence des fissures, un gaz que l'Organisation mondiale de la santé classe parmi les substances cancérigènes du groupe le plus dangereux. Pour les habitants des villages situés le long des failles, il ne s'agit pas d'une catastrophe ponctuelle, mais d'une exposition qui dure depuis des années. Et tout cela ne concerne que la Sicile. Pendant que certaines failles réveillent le volcan, d'autres en Europe s'activent d'elles-mêmes, sans le moindre volcan à proximité. Pendant plus d'un siècle, on a cru que la catastrophe de 1908 dans le détroit de Messine avait été provoquée par une seule faille gigantesque. Une nouvelle étude a démoli cette version. Les scientifiques ont analysé plus de 2500 séismes sur 20 ans, exploité les données de sismomètres de fond marin et de l'observatoire sous-marin Nemo SN1 et obtenu la carte la plus précise du détroit jamais établie. Au lieu d'une seule faille, c'est toute une mosaïque de structures imbriquées qui se déplacent de façon coordonnée. En surface, entre 6 et 20 km de profondeur, la croûte s'étire. Plus profond, entre 40 et 80 km, au bord de la plaque qui plonge sous la Calabre, tout se comprime au contraire. La preuve que ce mécanisme est bien actif est venue le 10 janvier 2026. Au large du sud de la Calabre, une secousse de magnitude 5,1 a été ressentie en Calabre, dans l'est de la Sicile, dans le Salento et même à Malte. La mer, au large des côtes italiennes, n'est pas silencieuse. Une étude menée en mars 2026 a passé en revue les données de plus de 2700 canyons sous-marins le long du littoral italien et a établi que les principaux responsables de leur dégradation sont la proximité des embouchures de fleuves et l'activité sismique régionale. En clair, plus l'activité sismique est forte, plus le risque est élevé que le fond marin s'effondre soudainement et massivement, provoquant un tsunami. Cela s'est déjà confirmé dans les faits. Des glissements de terrain sous-marins, déclenchés par des séismes, ont déjà rompu à plusieurs reprises les câbles de communication posés au fond de la plaine abyssale ionienne. La carte comporte encore d'autres points de tension. L'escarpement de Malte, le bassin du Crati en Calabre, où le risque se concentre justement aux intersections de failles, ainsi que le système de failles de Chiaca, au sud-ouest de la Sicile, et les failles des monts Péloritains, où l'on a découvert en janvier 2026 que les fluides souterrains lubrifient littéralement la roche et font se déclencher les failles avant l'heure. En Turquie,
les enjeux sont encore plus élevés. L'équipe de l'Institut allemand de recherche en géosciences, dirigée par Marco Bonhoff, a établi que le prochain grand séisme se produira très probablement dans la partie orientale de la mer de Marmara, tout près d'Istanbul. Ici, la faille ne s'est pas rompue depuis plus de 250 ans. En 2025, une secousse de magnitude 6,2 s'y est déjà produite. Les estimations donnent entre 40 et 60% de probabilité d'un séisme de magnitude 7 ou plus au cours de la prochaine décennie, tandis que l'Observatoire de Candili avance un chiffre encore plus sévère, 60% d'ici 2030. La bonne nouvelle, si l'épicentre se situe à l'est de la ville, la rupture s'éloignera d'Istanbul. La mauvaise, il ne restera que quelques secondes pour donner l'alerte. Le 1er juillet 2026, une réunion des ministres de la Santé s'est déjà tenue dans la ville, en prévision précisément de ce scénario. Et tout récemment, au large d'Almeria, en Espagne, à seulement 60 km de la côte, les scientifiques ont découvert une faille naissante appartenant à la même zone que celle qui avait détruit la ville d'Adra en 1910. Il est possible que cette nouvelle structure finisse par se rattacher à la faille d'Al-Idrizi, celle-là même qui avait provoqué un séisme de magnitude 6,4 au Maroc. L'Espagne et l'Afrique du Nord se retrouvent ainsi liées à une seule et même fracture de la croûte terrestre. La France elle-même n'a pas été épargnée, elle qu'on a pourtant l'habitude, en géologie, de considérer comme l'une des régions les plus stables d'Europe. À l'été 2026, l'Académie des sciences a publié une étude qui a révisé des données vieilles de presque 30 ans. Des fouilles menées près de Beauvais, à 75 km au nord de Paris, ont révélé des ruptures dans les couches sédimentaires et dans des roches plus profondes, avec un déplacement du sol allant jusqu'à 25 cm. En cause, un séisme survenu à l'époque de la transition climatique, lorsque le retrait de la calotte glaciaire soulevait progressivement la croûte terrestre et déséquilibrait la faille. Les scientifiques évoquent ouvertement la nécessité urgente de réviser le risque sismique pour l'ensemble du nord de la France. Et à la frontière avec l'Italie, sur la côte d'Azur, une étude indépendante a confirmé qu'une faille locale, même avec une vitesse de glissement faible, est tout à fait capable de générer de forts séismes. La région est désormais officiellement reconnue comme vulnérable. Les failles bougent partout en Europe. Mais là où le sol tremble en profondeur, en surface, c'est de plus en plus souvent le terrain lui-même qui cède, emportant des pans entiers de montagnes, des villages et des routes. Les glissements de terrain ne sont plus, depuis longtemps, une simple abstraction en Europe. Ils font déjà des victimes, ici et maintenant. L'épisode le plus effrayant de la saison s'est produit en Suisse. Le 28 mai 2025, un éboulement de glace et de roches, d'une masse d'environ 9 millions de mètres cubes, s'est détaché du massif montagneux et a enseveli le village de Blatten dans le canton du Valais. Malgré l'évacuation, environ 90% de la commune s'est retrouvée sous les décombres. La rivière Lonza a été obstruée, faisant craindre une inondation. L'analyse a montré que le versant avait cédé sous l'effet d'une combinaison rare de facteurs. Une roche fracturée, des cycles de gel et de dégel, puis une eau de fonte sous pression qui a fini par déclencher l'effondrement. Les scientifiques l'affirment sans détour, ce type d'avalanche en cascade, mêlant glace et roche, est devenu la nouvelle norme dans les Alpes. L'histoire est encore plus inquiétante dans le Val d'Anivier, où l'on a repéré, à l'automne 2025, une nouvelle fissure dans la montagne, la faille Fios. D'ici l'été 2026, elle avait déjà atteint 250 mètres et continue de s'élargir de 2 à 4 mm par jour. Dans le pire des scénarios, un bloc d'environ 500 000 m3 s'effondrerait dans la vallée, obstruerait la rivière et inonderait le village de Chipis. Les habitants ont déjà été conviés à une réunion d'information et la question centrale était d'une simplicité redoutable. Combien de temps aura-t-on pour évacuer le jour où cela arrivera ? L'Italie détient ici le record de toute l'Europe. Selon l'Institut italien de protection de l'environnement, près des 2/3 de tous les glissements de terrain recensés sur le continent s'y concentrent, et 94,5% des communes italiennes sont exposées aux risques géologiques. En janvier 2026, un glissement de terrain s'est abattu sur la commune sicilienne de Nicemi, où plus de 1500 personnes ont dû être évacuées. Le plus regrettable, c'est que la catastrophe avait déjà été prédite en 2000, sans qu'aucune mesure ne soit prise. Le 7 avril 2026, l'un des plus grands massifs de glissement de terrain côtier d'Europe s'est mis en mouvement près de la ville de Petacciato, coupant le corridor de transport adriatique. Dès 2021, la région avait pourtant promis de débloquer plus de 40 millions d'euros pour consolider le versant. L'appel d'offres, lui, n'a été publié qu'en décembre 2025. C'est justement l'épisode de Nicemi qui a été la goutte de trop.
la Fédération européenne des géologues a publié un appel à créer une directive européenne spécifique sur les glissements de terrain. Leur position est sans équivoque. Un glissement de terrain n'est pas une catastrophe naturelle, mais un processus géologique tout à fait prévisible à l'avance. Des processus similaires sont à l'œuvre dans toute l'Europe. En Catalogne, le nombre d'effondrements de terrain a quadruplé au cours du début de l'année 2026. Dans le sud de l'Espagne, le 7 février, une ville a dû être entièrement évacuée à cause d'un important glissement de terrain. Dans les Pyrénées, la chaîne se déplace, créant déjà des fissures grabennes larges de plusieurs centaines de mètres. Tout cela a cessé depuis longtemps d'être une simple affaire de géologues. Ce sont désormais des chiffres que toute une industrie surveille de près. En Italie, une loi est pleinement entrée en vigueur, obligeant les entreprises à assurer leurs biens contre les séismes, les inondations et les glissements de terrain. Autrement dit, l'État a reconnu par voie législative que le risque géologique n'est plus une clause d'exception rare dans un contrat, mais une composante à part entière de l'économie quotidienne. La facture s'alourdit aussi sur d'autres plans. Chaque nouvelle fermeture de l'aéroport de Catane frappe en pleine haute saison et rappelle malgré soi l'éruption islandaise de 2010, qui avait coûté des milliards de dollars à l'aviation mondiale à cause du seul nuage de cendres. Et l'histoire du renforcement du versant à Petacciato illustre bien le revers de l'économie faite sur la prévention. Plus on tarde à financer les travaux, plus la facture s'alourdit le jour où le versant finit par céder. C'est précisément pour cela que la Fédération européenne des géologues insiste sur la nécessité d'une directive européenne unique sur les glissements de terrain et les risques géologiques. Nous continuerons à suivre la situation de près. En attendant, n'hésitez pas à découvrir nos autres vidéos sur les risques naturels disponibles sur notre chaîne YouTube.